Une émission qui rend jaloux la France entière. C'est Instant Court et ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Court, notre émission de court-métrage en direct depuis le festival de Clermont-Ferrand. Encore un grand merci d'ailleurs à la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous prêter les locaux pour que nous puissions tourner dans de bonnes conditions. C'est déjà la 4e d'Instant Court pour ce cru 2024, un cru où nous avons vu beaucoup de courts-métrages, beaucoup de belles découvertes finalement. Sur le plateau avec moi, Hugues. Comment ça va, Hugues ? Bah ça va, et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Super. Et tu es venu nous présenter la première chronique de la soirée, c'est notre séquence chasse à court. Alors Hugues, tu es venu nous parler d'un court-métrage que nous avons vu en équipe hier. Effectivement. Hier soir, il se trouve. Un court-métrage qui s'appelle Mango. De quoi ça parle ? Un petit topo sur le synopsis pour commencer. Alors ça se passe au Caire, en Égypte. C'est une jeune fille qui apprend le décès de son père avec qui elle était en froid depuis de nombreuses années. Et elle apprend aussi qu'il y a une pénurie de mangue dans le pays. Mangue que j'aurais bien voulu ramener sur le plateau pour en déguster une. Malheureusement, par conscience écologique, acheter des mangues en février, j'ai préféré m'en abstenir. Oui, puis toute l'année finalement. On regarde le teaser et on se fait un avis sur le film. فالأستاذ يحيى الله يرحمه ما رجعش مصر من ساعة ما سافر في 95 لا ما رجعش. Mango, Hugues, qu'est-ce qui t'a plu dans ce court-métrage ? Beaucoup de choses. Déjà, le truc qui m'a frappé tout de suite, c'est que je trouve qu'il y avait une très grande maîtrise de la mise en scène, des outils de mise en scène. Une mise en scène que j'ai trouvée au final très hétérogène. Alors déjà, il y a une inspiration un petit peu de cinéma classique, notamment dans le découpage, dans le plan. On voit des tableaux, on voit des cadres photos. Il y a un peu cette notion du cadre dans le cadre, des portes, des fenêtres. Tout ça qui va recadrer un petit peu les personnages pour illustrer une séparation ou un rassemblement, etc. Mais il y a aussi des instants qui sont plus sensibles, comme un peu pris sur le vif, notamment une scène où ils vont cueillir une mangue, justement. Un moment aussi intime qu'intimiste, si je puis dire. Ça arrive à passer du général au particulier, à prendre de la distance quand il faut, et puis à se rapprocher aussi des fois des personnages quand il le faut. Alors si on va maintenant au-delà de l'aspect formel, qu'est-ce que tu en retiens ? Moi j'ai trouvé une notion un petit peu de latence, en même temps temporelle et en même temps spatiale dans le film. Temporelle parce qu'il y a une question du souvenir. Le film est très tourné vers le passé. On voit des vieilles photos, des écrits, des lettres, des enregistrements audio. Le passé rattrape sans cesse les personnages, presque les hante finalement, comme cette impossibilité de faire le deuil en même temps du père et puis de la mangue. Et tu parlais d'une notion de spatialité, qu'est-ce que tu entends par ça ? Je pense que dans la mise en scène, il y a une grande partie du film qui se joue en arrière-plan. Si je prends par exemple le tout premier plan du film, on voit des immeubles qui sont en construction et on nous promet une vue sur la mer. On ne verra jamais de la mer dans ce film. On voit que des friches en construction pendant tout le film. Et toute cette question aussi du bail à céder parce que le père est mort, il y a cette dichotomie entre les immeubles qui se construisent et la vieille maison. Et le territoire, en fait, où les personnages évoluent, a l'air en constante évolution. Et en fait, je pense que le film veut raconter quelque chose de la réalité sociale du pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et c'est la chute. Et tu penses que c'est quelque chose qui est très important ? Un petit peu, ouais. En fait, au-delà même d'une réalité sociale du pays ou de quelque chose qui traite du souvenir, c'est un film avec des sentiments qui sont très humains, qui sait utiliser des signes, la nature même des signes pour les montrer. Évidemment, il y a la mangue. On peut filer une métaphore finalement entre le deuil du père et puis la mangue. On apprend la perte. On ne sait pas comment gérer la perte. Oui.
On essaye de retrouver un petit peu ce qu'il y avait avant, un petit peu, avec une cassette audio, un vieil arbre familial pour la mangue, et puis on apprend à faire son deuil en fait au final. Un court-métrage que vous pouvez retrouver à Clermont, qu'on vous encourage à aller voir, dans une séance qui, on peut quand même le dire, est dure. Il y a beaucoup de films qui sont compliqués, mais de très beaux films encore une fois, sur le festival du court-métrage. Merci Hugues d'être venu nous présenter ce court-métrage. Première séquence interview de la soirée. Nous allons accueillir sur le plateau nos 2 premiers invités et Dorian pour interviewer nos protagonistes. Ça va Dorian ? Ça va très bien. Bon, bah, tant mieux. Et bonsoir à nos 2 invités. Donc, vous pouvez prendre le micro. Oui, ouais. Bien sûr. Tout à fait. Bien là, pour qu'on vous entende correctement. Frédéric Vin, si on prononce bien comme cela, mais absolument. De toute évidence, oui. Absolument. Et Audrey Gatelli, merci d'être sur notre plateau pour nous parler d'un film qui s'appelle Les Effaceurs. Et Dorian, je te propose de nous dire un petit peu de quoi parle et de quoi traite ce film. Alors, Les Effaceurs, effectivement, c'est un court-métrage, une comédie, qui parle de 2 hommes qui sont agents et qui ont un métier un peu particulier, celui d'effacer sur le Tour de France les inscriptions, donc les peintures qu'il y a sur les routes, souvent des choses un peu à caractère grossière, un peu politique, sexuel, voilà. Et donc, avant bien sûr le passage des caméras, puisque le Tour de France est souvent filmé en hélicoptère et on voit tout. Donc voilà, c'est le but de ces 2 agents, qui ont été interprétés donc, par Joey Starr notamment et Marc Fraise. Joli casting. Ouais, très beau casting, effectivement, on pourra en reparler. Et il y a bien sûr, sous la découverte de ce métier, un personnage qui va devoir essayer de sauver son couple, reconquérir sa dulcinée. Donc voilà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette histoire. Alors on va revoir on en voit d'ailleurs quelques images défiler pendant que tu poses les premières questions, Dorian, mais je te laisse la main d'ailleurs. Ok, on voit les images en direct. Ok, ouais, super, effectivement. Alors, déjà bravo à vous et à toute l'équipe pour avoir réalisé cette comédie. Et c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Je trouve que ça fait du bien de voir un peu de comédie dans ce festival à Clermont. Parce que j'ai l'impression quand même que dans beaucoup de festivals de court-métrage, c'est des thèmes assez forts qui reviennent, des drames, des choses assez psychologiques. Et là, de voir justement une comédie, ça fait du bien. Donc, ma première question, c'est comment est venue l'idée de ce métier que je ne connaissais pas? Le hasard. C'est-à-dire que je pense que je me promenais pour faire des recherches pour un autre sujet sur Internet. Et comme vous le savez, une vidéo en amène une autre, etc. Et je suis tombé sur un petit reportage sur les 2 vrais effaceurs, parce qu'il se trouve que ce sont 2 vrais personnages, un vrai métier. Et j'ai trouvé ça tellement étonnant, à la fois drôle et poétique, que je me suis dit qu'il y avait 2 personnages de cinéma et qu'il y avait matière à faire un film à partir de ces 2 personnages. Et comme souvent, on ne se met pas toujours tout de suite au travail lorsqu'on a une idée. L'idée, elle infuse, elle reste un peu là. Parce que des idées, quand on écrit, on en a plein souvent. Mais écrire un scénario et faire un film, il faut que cette idée vous accompagne suffisamment longtemps pour se dire qu'il y a matière à passer 1 an, 2 ans, 3 ans avec ces personnages. Donc voilà, une rencontre avec un petit reportage d'une chaîne hollandaise, je crois, sur Internet. Et puis ensuite, voilà, ça m'est resté en tête et je me suis mis au travail. Ok, très bien, effectivement. Donc, le court-métrage a été tourné en Auvergne. À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, c'est ça. Quel drôle de coïncidence. Oui, effectivement. Alors, comment ça se passe justement pour convaincre Joey Starr, Marc Fraise et tout le casting de venir jouer 2 mecs qui effacent comme ça sur le Tour de France des symboles sexuels, des choses comme ça. Et de venir le faire à Clermont-Ferrand surtout. Oui, c'est ça, non, mais après j'imagine qu'ils ont été très contents, mais comment ça se passe un peu pour leur parler de ça? Je vais déjà laisser Frédéric vous raconter comment il a réussi à convaincre Didier, donc Joey Starr, et Marc de venir faire ce film, et après je vous raconterai comment moi j'ai convaincu Frédéric de venir le tourner à Clermont-Ferrand. Ok, d'accord. Ah oui, parce qu'effectivement c'était pas au départ l'idée de Clermont.
c'est ça? C'était peut-être plus on voulait tourner, enfin Frédéric voulait tourner plus dans des décors d'étapes, voilà, des décors ou des étapes de montagne, parce qu'on se disait que c'était là qu'il y avait le plus de public, le plus d'effervescence, et pour les séquences notamment où on filme le public, on s'était dit que voilà, les séquences de montagne, même cinématographiquement, on se disait que la montagne, ça avait quand même de la gueule. Et donc du coup, mais bon, je vous raconte comment on est venu à tourner à Clermont-Ferrand juste et après. Par ailleurs, on n'était pas sûr non plus que le tour allait passer à Clermont, parce qu'il n'est pas passé à Clermont depuis un petit moment. Et ça a été la chance en fait que l'année dernière, donc l'été dernier, le Tour de France passe à Clermont. Donc ça a été aussi un heureux hasard. Mais pour répondre à ta question, en fait, il se trouve que j'ai un projet de long métrage sur lequel j'ai déjà convaincu Didier, donc Joe Star, d'en interpréter le rôle principal. Et pour convaincre les distributeurs et partenaires financiers, avec cette production qui n'est pas Audrey, qui est une autre production, ma productrice a pris la décision de me faire tourner une séquence du film pour montrer aux partenaires financiers ce que j'avais en tête et ce que pouvait donner Joe Star dans un rôle beaucoup plus dramatique. Et donc lorsque on a fait les essais costumes pour ce tournage-là, j'attendais d'être face à lui, et déjà j'attendais aussi d'être sûr que Audrey avait financé le film. Donc lorsque Audrey m'a annoncé qu'elle avait le financement pour qu'on tourne le film, là je savais que je pouvais aller voir Joe Star de manière sérieuse pour lui proposer un court-métrage, mais qui était financé. Avant ça, c'était un peu compliqué. Voilà. Et donc j'ai profité des essais costumes. À la fin des essais costumes, je lui ai pitché le film. Voilà, il m'a écouté tranquillement. Et il m'a dit, ok, c'est drôle, c'est intelligent. Ok, je le fais. Voilà. Et voilà. Et à l'issue du tournage de cette petite séquence, je lui ai reposé la question pour savoir si vraiment il allait venir faire mon cours. Il m'a dit non, mais je t'ai dit que je venais, je viens. Ouais, voilà. Et donc voilà. Et 1 mois et demi plus tard, donc il était en Auvergne pour tourner mon court métrage. Et Marc Fraisse, c'est l'inverse. Marc Fraisse, il a commencé lui par refuser le film. Voilà. Et je connais son attaché de presse qui m'a appelé pour me dire il veut pas le faire. Donc je lui ai dit non, il peut pas ne pas le faire. Donc au moins on se parle. Et tu lui as dit je vais t'envoyer Didier, te convaincre. Non. Et là il a dit je viens le faire. J'aurais pu faire ça, mais j'aurais eu peur que ce soit contre-productif. Oui, c'est vrai. Mais du coup, 20 minutes après que j'ai eu son attaché de presse, Marc Fraisse m'appelle. Donc il m'explique pourquoi il veut pas faire mon film. Donc je l'écoute tranquillement. Et une fois qu'il a fini, je lui explique pourquoi il a tort de pas vouloir faire mon film. Et il m'écoute tranquillement. Et après m'avoir écouté, il me dit écoute, je vais relire. Et le lendemain matin, je reçois un SMS qui me dit si tu veux toujours de moi, je serai très heureux de faire ton film. Bon, ça c'est super. Et 1 mois et demi plus tard, il était sur le tournage en Auvergne, dans une camionnette avec Joe Star sur les routes du Tour. Et ça fait plaisir à voir. Absolument. Ouais. Génial. Bah, super. Surtout ce qui est intéressant dans ce casting, c'est que ils ne se connaissaient pas, et nous-mêmes, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont quand même issus de 2 milieux même artistiques très différents. Marc est beaucoup dans le théâtre, dans le one-man show, et voilà, Didier fait du cinéma, mais a fait aussi beaucoup de musique. Mais c'est 2 mondes qui se rencontrent à ce moment-là. Et on s'est beaucoup posé la question avec Frédéric de se dire est-ce que ça va marcher ? Est-ce que le pari de créer un vrai duo de cinéma, parce que c'est vraiment une création, quoi, est-ce que ça va marcher ? Dès le premier jour, c'était... Ils se sont marrés, ils ont fait que se marrer pendant tout le tournage. Et surtout pour l'anecdote, ils ont eu un transport en voiture le premier matin. On allait au Sancy, c'est ça ? Je dis pas de bêtises. On allait au lac du Guéry. Au lac du Guéry, pardon, au lac du Guéry. Donc vous n'êtes pas de Clermont, mais pour tout vous dire, ça prend un petit peu de temps, 40 minutes pour partir de Clermont et aller jusqu'au lac. Et pendant, je pense, 30 minutes, Joe Star a pensé que le gars qui lui parlait était en fait un stagiaire de la production, voilà, et il n'a pas percuté que c'était son partenaire. Et donc au bout de 30 minutes de voyage, il a compris que c'était Marc Fraisse qui lui parlait, tu vois, voilà, de bon matin. Ok. Voilà.
Ok. Et voilà. Et donc ils se sont marrés et puis c'était parti entre eux, quoi. Oui, parce que quand je regarde le film, effectivement, donc ce court-métrage, je vois un duo d'acteurs en simplicité qui marche bien, et ça m'a fait penser, moi, à des duos un peu comme Gérard Depardieu ou Pierre Richard dans La Chèvre. Et donc, est-ce que, ce qui amène ma question, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, ce système de duo Oui. Prochaine question. Ouais, bah, tu sais, quand en fait, là, c'est. Alors, d'abord, effectivement, c'est quelque chose qui est toujours intéressant en termes de comédie. Enfin, voilà, on le sait. Et le principe du buddy movie aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a des classiques tellement savoureux, bien sûr. Mais là, on va dire que le duo était quasiment imposé par. La réalité de ce que j'avais vu dans cette petite vidéo et de ce métier de ces deux hommes qui sont ensemble. Donc il y avait de fait un duo qui était là déjà présent par la nature même du sujet. Et probablement, tu as raison, ce qui m'a fait peut-être m'accrocher à cette petite vidéo, c'est de sentir tout de suite qu'il y avait un duo de comédie jubilatoire possible à créer. Et la référence, effectivement, tout le monde la chope et elle est absolument voulue, de La Chèvre avec Pierre Richard et Depardieu, qui est le summum du duo de comédie dans ce registre-là. Ouais, c'est ça. Donc, bien sûr. Ok, et c'est très, donc c'est toi qui as écrit les dialogues ? C'est moi qui ai tout écrit. Ouais. Voilà, et donc est-ce que tu as une part en fait sur le plateau d'impro ou ils sont assez à cheval sur le texte? Comment ça se passe? Alors déjà, je dois dire que au moment de l'écriture du scénario, donc il y a l'écriture du scénario, ensuite il y a la rencontre avec une productrice qui te pousse à faire toujours mieux, qui a un retour critique pertinent et qui fait que ta première version de scénario par rapport à la version de scénario qui est tournée n'est pas la même. Elle s'est considérablement enrichie. Donc ça, déjà, c'est une chose. Et ensuite, pardon... Oui, c'était juste savoir s'il y avait une part d'impro en fait, quand on les laisse sur le plateau, les deux justement. Bah, en fait, le truc c'est que on a tourné 2 jours pendant le Tour de France, donc vraiment sur le Tour de France, sans les acteurs. Et ensuite... 10 jours plus tard, j'ai tourné sur les mêmes routes du Tour de France, sans le Tour de France, mais avec les acteurs. Ok. Donc il fallait en fait que je donne une part de liberté aux acteurs pour interagir avec des images dont je savais que je les avais tournées 10 jours plus tôt. Ouais. Donc je leur disais, là par exemple, il y a un moment où il y a une camionnette qui passe avec 2 jeunes femmes, 2 hôtesses du Tour qui envoient des goodies de la caravane. Ah oui. Voilà. Bon bah, Marc Fraise interagit avec cette image. Il dit les filles de la caravane, les choupettes de la caravane. Oui, les minettes, je crois. Voilà, c'est quoi qui dit les choupettes? C'est ça, les choupettes, pardon. De la caravane. Oui, c'est très drôle. Voilà. Bon bah là, je lui dis juste, voilà, je vais monter un plan où tu as ces 2 filles qui passent et voilà, fais-moi quelque chose, tu les vois passer, et voilà. Donc là, c'est de l'impro totale. J'ai des moments où on retourne au décor principal, ils ont fait leur séquence, mais sur le retour au camp de base, on va dire, je les laisse improviser. Et j'ai plein de choses qui sont montées, qui sont complètement improvisées par mes 2 acteurs. Ce qui est génial aussi, du coup. Qui est absolument génial, vraiment. J'ai une petite. On a encore un petit peu le temps. J'ai encore on a la place pour une question. Une petite question. Ouais. Ah nous on est parti pour 2 heures. Ah désolé. Alors j'en fais une. Alors j'en ai une pour toi Audrey. Oui. Comment ça se passe du coup pour toi les enjeux de production? Parce que toi tu as, si je ne dis pas de bêtises, c'est produit donc en Auvergne et tu as par Dimanche Soir que tu as créé. Société de production en 2020. Ouais. Ok, super. Merveilleux. Et comment ça se passe du coup pour un projet? Oui, alors ce projet, c'est un peu ce qui n'arrive jamais ou très rarement. C'est-à-dire que je reçois un jour un mail dans ma boîte mail avec un mail très bien écrit de Frédéric qui me dit qu'il a un projet de film. Et avec une pièce jointe, et il me dit qu'on a certainement des points en commun, qu'il a regardé ma filmographie et qu'il aimerait me proposer ce projet. Et j'ouvre le projet, je lis le pitch et je sais déjà que ce projet me plaît
et que on part sur de bonnes bases. Donc je lis le scénario et peut-être un jour après, parce que je me laisse peut-être un jour de réflexion, j'appelle Frédéric et je lui dis écoute, il faut qu'on se parle en visio parce que j'ai envie de faire ce projet. Je trouve le pitch hyper original, une comédie, etc. Avec une ambition, effectivement, d'un point de vue du casting et de tournage, parce que c'était quand même le fond, le contexte, c'est quand même le Tour de France. Et je savais que ça allait être très compliqué pour aller voir les autorisations, etc. Mais j'avais très envie de le faire. Et là, se lance toute une quête de financement qui, finalement, a été assez rapide. On a quand même eu 2 régions sur ce film, parce que quand je me lance en financement, je n'ai pas les étapes du Tour. Je n'ai pas le tracé du Tour. Eh oui. Et donc on mise sur la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on sait qu'on a des séquences qui vont se tourner dans des étapes de montagne. Donc on se dit, bon, on a des grandes chances que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit sur le tracé. Et on vise aussi la région Sud en se disant, les Alpes du Sud, on a aussi peut-être un peu de chance que le Tour passe. Et entre-temps, on a le tracé. Et en fait, il ne passe pas en région Sud, mais il passe en Rhône-Alpes. Sauf que la région Sud nous dit oui entre-temps. Ouais, je vois. Nous dit oui, et donc on se dit oula, là on va avoir un problème. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la foulée, une semaine après, nous dit oui aussi. Ok. Et donc du coup je dis c'est super, et en même temps comment je vais m'organiser pour voilà. Pour que tu comprennes, on n'est pas censé cumuler 2 régions. On ne peut pas en fait. cumuler 2 régions, mais quand je me lance en financement, je mets toutes les chances de notre côté pour que le film se finance. Et la région Sud me dit si on te suit, on vous suit, et en même temps je peux pas tourner en région Sud parce que je vais devoir tout tourner en Rhône-Alpes parce que le tour ne passe pas en région Sud. Et je rebondis rapidement sur la question que tu me posais tout à l'heure, pourquoi l'Auvergne et pourquoi Clermont, au-delà du fait que Dimanche Soir est implanté à Clermont, que j'avais des facilités, des contacts ici, c'était la première fois que le tour hommes et femmes passait à Clermont à 10 jours d'intervalle. Ah oui. Et ça nous a permis en fait aussi d'avoir une amplitude de nombre de jours de passage du Tour à Clermont, avec toutes les infrastructures, la ville qui était hyper dans un dynamisme aussi de logistique pour le Tour, et qui nous a permis, nous, de pouvoir tourner sur 2 périodes différentes avec tout l'engouement du Tour. Et bien évidemment, juste un petit mot pour France Télévisions, qui a quand même préacheté le film, où pareil, je vais les voir en leur vendant un projet sans avoir le casting du coup. Ouais. Parce que je leur vends un casting qui n'est pas confirmé, dans la mesure où quand on fait appel à Didier, à Joe Star et Marc Fraise, on attend d'avoir l'engagement d'une chaîne pour les appeler et leur dire là c'est concret, on va tourner cet été. Donc il y avait aussi une petite boule au ventre à se dire j'espère qu'ils vont dire oui, parce que je suis en train de le vendre à France 2 qui sont hyper chauds pour le casting, et je suis même pas sûre qu'il soit validé. Et fort heureusement, et la chance qu'on a eue, c'est que tout le monde a suivi, il y a eu un élan. Et donc France 2 était ravi aussi de savoir que Didier confirmait et que Marc confirmait, et surtout que le Marc. Casting pressenti était confirmé, quoi. Donc ça a été une belle aventure. Tout ça pour dire que ça a été une belle aventure. Tant mieux, super. Et je finirai. Dernière question. Ouais, dernière question, très simple. Moi, je pars pas d'ici tant qu'on n'a pas parlé de ta belle chemise. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on en parle. J'étais sûr, j'aurais dû parier. Tu vois, hier, t'avais pas de chemise et je t'ai fait une vanne. Personne ne l'a commenté, mais toi, tu as commenté mon pull. Oui, j'ai demandé si elle était encore au pressing, mais bon. Dernière question, quels sont les projets pour la suite? Question bateau, mais. Non, c'est une bonne question. Oui, j'ai envie de savoir. Pour être honnête, j'attendais les premières projections de ce court-métrage et l'avis de mes 2 acteurs principaux pour voir s'ils seraient partants pour en faire un long-métrage. Et donc, je vais me mettre à l'écriture de la version longue, toujours accompagnée par Audrey. Super. Voilà. J'ai hâte. Moi aussi. On va en savoir plus quand même. Vous savez quoi? Et parce que oui, on a une petite séquence pour essayer de creuser un peu, tu sais. Oui, je sais. Alors, on a une séquence qui s'appelle Fast and Curious, parce qu'on aime bien faire des jeux de mots. Bon, l'idée n'est pas tant de vous mettre dans l'embarras, mais bon, on va quand même essayer de vous faire parler un petit peu. On a 2 propositions à chaque fois. On lance la première. Vous devez choisir. C'est pas évident. Si vous devez choisir... Si vous devez en retenir qu'un seul, vous partez sur une île déserte, vous pouvez en choisir qu'un seul. Vous partez avec Joe Star ou Marc Fraise?
Et là, vous partez genre dans 1 heure. Hein. Vraiment, il faut faire votre valise. Ça y est, là, faut choisir. Et ils nous écoutent. Hein. Et ils nous Ouais. écoutent. On leur envoyait le lien. Ils sont sur le direct. Alors le truc c'est que, à mon avis, sur une île déserte, pour se nourrir, Joe Star c'est le bon partenaire. Il y a moyen, ouais. Mais en même temps, Ça peut comme- aussi, vous pouvez aussi servir de repas, quoi. alors je te laisse assumer cette réplique auprès de lui. Et Didier qui est là ce soir. Voilà. Mais sinon après, en termes de solitude et de désespoir, je pense qu'avec Marc, il y a quand même moyen de contrer le blues de la solitude. Donc je vais laisser à Audrey le soin de Et choisir. si le critère c'est partir sur une île déserte, moi je répondrais Marc pour effectivement tout son talent comique. C'est vraiment, il a une réplique à la seconde pour te faire marrer. Donc effectivement, pour contrer le blues, ce sera le partenaire idéal. Et j'espère que tu apprécies nos réponses courtes. Oui, j'apprécie beaucoup. Et en plus, j'allais vous relancer en vous disant que Joe Star est un incroyable acteur. Moi, j'ai beaucoup apprécié, notamment dans la série Mafiosa. C'est un incroyable acteur. Faut quand même le dire aussi. C'est pour ça en fait que je me suis dit tiens, si je travaillais avec Joe Star. Bah oui, ouais. Voilà. Effectivement. Et ce qui est intéressant dans mon film, c'est justement que je l'emmène à un endroit plus sensible. Voilà. Le personnage de Marc Fraise est vraiment celui qui amène la comédie. Et Joe Star amène l'endroit plus sensible, ce qui est un peu plus inattendu, en tout cas pour les spectateurs. Deuxième proposition, plutôt du rap ou de la variété française? Pour moi, ce sera variété française. Un chanteur en particulier? Une chanteuse? Goldman. Ouais. Enfin, là, je vois, je l'ai encore écouté ce matin, donc voilà. Du rock. Bah nickel, parfait. Bien joué. C'est le concept de la séquence. Dernière proposition. Oui, il fallait. Oui, il faut voir. Ah, il faut voir. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, vraiment, Allez le voir. Ouais, il faut aller le voir pour comprendre. Ah, moi, c'est- Donc en fait, la question, là, soyons d'accord, hein, c'est bite ou papillon. Oui, Voilà. merci. Oui, Je c'est n'osais ça. pas la faire Histoire de moi-même. dire mais- les choses concrètement, d'être prosaïque. Exactement. Puis Alors, c'est ce du direct. Oui, donc, ce sera bip ou papillon. Exactement. Bien joué. Parce qu'on est aux États-Unis, en fait, vous êtes censuré. Non, pas non, du bah tout. non, c'est on est en une blague. démocratie en France. Personne ne censure rien Si, du tout. Voilà. Bon, je vise le papillon. Bah, donc je vais prendre la bite. Incroyable. Incroyable. Eh bien, merci pour ces réponses. Une dernière question pour vous, c'est notre séquence cour d'assises. On va vous demander d'être parfaitement honnête et de vous confesser. Bon, on va être franc, vous avez donné quand même pas mal d'anecdotes de tournage, mais si vous deviez nous en donner une seule, l'anecdote la plus improbable, la plus honteuse, la plus inédite du tournage de ce film en question, laquelle vous retiendriez? Ah, pas facile, hein. Bah non, disons que c'est une question qui t'oblige à prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Oui. Et comme j'ai compris qu'on n'a pas non plus 2 heures, une anecdote de tournage, bah, moi j'ai la pluie qui nous arrête régulièrement. Mais Oui, ça, il y a le changement de plan de travail quand même la veille pour le lendemain. Ouais. La veille au soir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on veut tourner la seule séquence quasiment extérieure du film, posée, pique-nique, dans un décor somptueux. En fait, ils sont sur une espèce Attention de le petit micro, parce qu'on n'entend plus après. Ah oui, pardon. Ils sont sur une espèce de petit volcan, la séquence, et puis ils sont face à un lac, et ils ont toute une discussion. Voilà. Et le jour où on est censé tourner, ce qui est annoncé, c'est de la pluie. Le plan de travail annonce que on est censé le tourner le J3 et on se rend compte qu'il fait beau que le J1. On a une certitude qu'il fait beau que le J1. Et donc la veille, on prévient tout le monde, on dit bah en fait demain on va au Guéry. Donc la régie se prépare, etc. au dernier moment, parce qu'on est sûr que le lendemain il fait beau. Donc cette séquence, on commencera le tournage du film avec cette séquence. Et donc on commence à 9h du matin sur une espèce de petite montagne où ils sont censés sur le lac, pique-niquer, et il fait un froid de gueux. L'enfer. Et moi je t'en dis une petite rapide en fait, parce que voilà, anecdote, j'ai une séquence, enfin tu as vu le film ou pas? Moi, j'ai pas vu le film, hein, faut être honnête. Hein. J'ai une séquence où ils sont face à 2 racistes à un moment. Oui, c'est vrai. Et au départ, l'affiche la faisait arriver sur une trottinette électrique.
Voilà. Et en fait, il y a une On énorme fait trottinette 5 prises. électrique et elle a jamais réussi en fait à arriver, à la mettre sur la béquille, à descendre de sa trottinette et voilà. Et en fait, une prise, elle se casse la gueule, puis la trottinette se casse la gueule, 3e prise. Voilà. Et donc, j'ai fini par, au bout de la 5e prise, virer la trottinette et ils arrivent tous les deux en courant. C'est ce qu'on appelle un renoncement. Voilà. Ouais, Mais, on a voilà. renoncé avec des enfants aussi. Ah oui, exact. Ouais, je vais pas vous 1 prendre heure et 2 demie heures, mais- une heure et demie de prise pour juste 2 plans sur 2 enfants. J'ai 2 enfants de face à ma caméra et ils sont censés réagir à Joey Star qui arrive et qui leur pique leur sirop sur la table. Et ils sont censés réagir et lui qui se barre et tout. Et en fait, jamais ils réagissent. Enfin, ils me font Ah, moi, des j'aurais trucs- pas bronché, moi. hein. Ils me font des trucs improbables et ça marche pas, ça marche pas. Et Joey Star, à chaque fois, il doit sauter du camion, courir, choper les sirops, recourir, sauter dans le camion et le camion se barre. 1 prise, 2 prises, 3 prises, 4 prises, 5 prises, 6 prises. Et rien à faire, on essaye tout avec les gosses pour que ça fonctionne. Il n'y a rien à faire. Donc au bout d'un moment, je dis, ok, je prends les enfants, je les mets dos à la caméra. Et Joey Star le fait 1 fois, 2 fois, et c'était bouclé. Et voilà. Et t'es sûr que c'était pas le cardio de Joey Star qui refusait de faire. Non, on l'embrasse. Ah, le malaise. Bah, peut-être c'est lui qui a soudoyé les enfants pour pouvoir faire la- on sait pas, la on prise sait plusieurs pas. fois. On lui posera la question. En tous les cas, sur les 8 prises, il a rien dit. Il les a fait correctement à chaque fois et sans broncher. Ouais, Donc c'est ça merci qui est à lui étonnant pour avec ça. lui parce que il a une réputation Oui, un oui. peu qui voilà particulière et franchement c'est un type étonnant Ouais. quoi qui est Quand il est au travail, il est au travail et Incroyable. il est disponible. à l'heure le matin, matin. disponible entre moteur action coupé, il est à 200%. Tu fais des heures sup, il est là jusqu'à la dernière prise, il est là. Vraiment, ouais, On le remercie super pour ça. mec. Est-ce que vous aimez les jeux? Oui. Oui? Eh ben allez, on va faire une petite séquence jeu, on vous garde encore un petit peu sur le plateau. Et on Allez. accueille Edouard. Ça va Edouard? Bonjour les enfants, ça va? Bah ça va bien. Oh putain, ça commence. Écoutez, déjà, première chose, il sort quand le long métrage sur les effaceurs? Il faut l'écrire fort. déjà. Tu peux sortir ton chéquier s'il te plaît? C'est que du cash. Alors, Ça nous va aussi. moi j'ai envie de jouer aujourd'hui. Vous avez envie de jouer les enfants? Ouais. Voilà. On a moins de temps que prévu, mais on a quand même le temps de faire une petite partie. Super, t'inquiète. Ouh punaise, j'ai des trucs à vous faire dire. Déjà, bon, très déçu parce que moi j'ai un petit village en montagne sur une étape du tour, donc voilà, je suis très 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 déçu de toi Audrey. Mais c'est pas grave, on va tout de suite jouer à Devine qui c'est. C'est très simple, le jeu est très très simple. Je vais vous montrer des images de stars bébés et vous devez deviner c'est qui. Voilà, je parle pas très bien français, mais première image. Pas facile. Hein. Je pense qu'on va rien trouver en fait. Hein. C'est si, je pense. Joey Star. Ça aurait pu. Eh, tu sais quoi, c'est du même acabit. Montre-la moi s'il te plaît. Ah ouais. Ah oui, donc Oui, Voilà. on à traverse les frontières. l'international, ouais. On est à l'international. On est international. Ouais. Il y a des Français. Vas-y, next. Celle-ci, c'est une chanteuse. Française ou Non, américaine. Ah oui, Mais oui, c'est aussi une actrice, une bonne actrice, je trouve. Mais c'est un truc de jeune. Même moi, je suis trop boomer pour ça, je me casse. Je l'ai pas. Vas-y, balance là. Déjà, si vous savez qui c'est bien. Si, c'est Selena Gomez quand même. Ah oui, bah Selena ouais, Gomez, ouais, elle a J'ai changé, failli d'accord. le dire et j'ai Ouais, peur de me je t'ai dit planter. que je d'avoir voyais regardé. plus, voilà. Vas-y, prochaine, on va variété regarder. française. En fait, j'avais un truc. Celui-ci, c'est un super acteur qui a fait Deadpool. Ryan Reynolds. Exactement. Oh, T'as eu la bien joué. gueule qu'il avait. On l'embrasse, il nous regarde. C'est sûr, elle nous regarde. Vas-y. Celui-là, un Français. Omar Sy, Oui. c'est vrai? Waouh. Incroyable. Ah bah alors Ok, là, très très bien. ah, il y avait un International truc, aussi, mais Ouais. de chez nous. Ouais. Mais il est pas d'Auvergne-Rhône-Alpes plus. Non. Non. Bon, je suis un peu déçu. J'en parlerai à ses parents. Il tourne à Paris en ce moment. Je l'ai croisé la semaine dernière. C'est vrai? Ah, bah tu lui passeras le bonjour de ma part. Vas-y, passe la prochaine. Il m'a demandé de tes nouvelles d'ailleurs. Il voulait savoir ça ce me que fait tu plaisir, devenais. j'arrive pas à le joindre en ce moment. Suivante, Romain? Si on arrive à trouver. Ah oui, pareil, lui c'est un Avenger qui est tout vert. Le problème, c'est que Putain, c'est Marc Ruffalo. Exactement, Wow. qui est à l'affiche de Poor Things en ce moment. Qui est un très très Ouais. bon film Ouais. que j'ai bien kiffé. Vas-y, prochaine. Ah oui, alors elle c'est une Friends qui a une petite ref à notre générique. Jennifer Aniston. Oui.
Très bien. Franchement, elle a bien vieilli. Ouais. Mieux que moi, je trouve. Allez. Il est franchement trop mignon. Tu peux me la mettre en grand, s'il te plaît. C'est la suivante. La suivante, passe la suivante. T'es mal à la gueule. Ah, j'aurais pas trouvé. Il est pas beau de ouf en vrai. Ouais, Introuvable, il était parce très que mignon, introuvable. très mignon. Mais Ouais. quel BG quand même. J'aimerais avoir 1% de son charisme. Tu rigoles. Le mec, il se tacle tout seul quoi, sur le plateau. J'ai aucune race. Bah, Très connue. Alors, elle travaillait dans un bureau entre 2006 et 2012 dans une série américaine. Dans un bureau. Ouais. C'est l'enfer parce que le vieux que je suis allait dire The Laurent Office. Voulzy. Il y a du Laurent Voulzy. Non, franchement. On est d'accord, hein, À quand la ouais, même. c'est moitié un de truc, son ouais. âge à peu près. C'est une scénariste. Elle bosse à Disney, je crois maintenant. Vas-y, fais voir la tête. Mindy Kaling, ça vous Ouais, dit quelque j'ai- non. chose? C'est une Non. super scénariste. Désolée. Elle a joué dans The Office du coup. Bah, j'allais dire The Office. Ouais, Oui, ouais. En fait, dans 2 minutes, tu vas nous mettre des photos de ta famille, en fait. ça continue. Ouais. Excellent. Vas-y, envoie. Non, tu verras, il y a du connu là. Si, elle est connue celle-là. Tu peux la voir, je pense. Brice Dallas Howard. Non. Si je te dis Laura Schweppes. Ingalls. Non. Ouais. Ah bah Nicole Kidman. Oui, c'est Nicole Kidman. Ah oui. Pareil. Excusez-moi, c'est quoi? Pourquoi Schweppes? Elle a fait la une pub, ouais, pour Schweppes Ouais. sur Ah, un moment. je l'ai raté. À celle-là. l'époque où je regardais encore la télé, hein, ceci dit. Mm. Passe la suivante, vas-y, on va regarder. Oh, alors lui. Oh, bah, on sait Jonathan très bien Cohen. Jonathan Cohen. C'est la photo préférée de Mais Leila il avait Bekti déjà d'ailleurs. la même tête, ouais, c'est vrai que. Ça doit être la photo de la bar mitzvah, je sais pas quoi, mais C'est la photo mort. préférée de Leila Bekti parce qu'elle la poste au moins une fois par an, le jour de son anniversaire. là que je l'ai tiré, ouais, Et pour effectivement. l'anecdote, c'est mon ancien voisin. C'est vrai. Incroyable. Il fait du bruit ou pas? Non, enfin, il habitait l'immeuble à côté de chez moi, donc. Et il tremble l'immeuble? Mais maintenant, il est riche. Et toi, tu es toujours pauvre. Et bim, ça tire à balles réelles. Allez, encore deux dernières Allez, parce vas-y, qu'on est en trois, retard dans. S'il en reste, je sais Ouais. pas. C'est un mec qui a joué avec Bruce Willis dans un film qui s'appelle Looper. C'est lui qui a fait le Robin du Batman et son nom m'échappe. Il a un nom à rallonge. Un nom de fils de Christ. De père du Christ. Joseph. Oui. Et Witt. Joseph Gordon-Levitt, exactement. Vas-y, il en reste 2-3, je crois. Et après, je te laisse tranquille parce que je me fais engueuler. Tiens, regarde. Le Franck petit Hiro. Didier. Bah, le voilà, Oui. le petit Didier. Le petit Didier est attendu à l'accueil. Pareil, il est pris en charisme. Fais voir un peu la tête qu'il a aujourd'hui. Et on il passe reconnaît, bien. on reconnaît. Ouais. Il passe bien dans le film. Il avait pas les lunettes. Il Non. a toujours les lunettes, tu sais, feutrées là. Souvent. Le soir, après le coupé, il Ouais. avait ses Mes lunettes. lunettes. Il y a quoi après? On a fini? Je sais même plus ce qu'il y a. Si. Ah, moi j'ai pas là. Tu l'as pas? Ah non, pas du tout. Franchement, il fait toutes ses cascades lui-même. Ah bah c'est Mission Impossible. Tom Alors, Cruise. Ouais. Tom Ah Cruise. ouais. Oui, la Ah, gueule, waouh, ouais, d'accord. Il a dû avoir un appareil ou je sais pas. Ça Ouais. doit être des facettes. Hein. Je sais pas si tu vas nous la mettre, mais dans le même registre, je te conseille une photo enfant de Georges Clooney. Ah ouais, je l'ai pas mise, mais ouais, je vois. J'ai Ah, eu l'option. ça, c'est Allez, très, Romain, une très fort. dernière. Allez, il doit en avoir une dernière. Ah non, passe, on s'en fout. C'est Emma Stone, pareil, à la fiche de Poursing. Il y en a une vraie dernière. Il était pas si jeune, c'est Tahar Rahim, on le Ouais, reconnaît t'as très bien. Raïm. Je pense qu'il tournait le prophète là, non? Quand même. Ah bah, Je sais il pas devait si pas être loin. Hein. Ouais, si. Ouais, Il devait pas être. C'est vrai que mais je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli. J'aurais pas reconnu. Une dernière, je sais pas si c'est vraiment la Ah, dernière. mais- Vas-y, allez. On a dit une dernière, Allez, donc à je un moment sais faut pas. s'arrêter. Allez, dernière. Une dernière, une troisième dernière. Non, j'ai Elle pas. est connue, elle. Vas-y, balance ta. Ah, j'avais pas. Marina Marina Foïs. Foïs. Franchement, j'arrête. J'ai J'avais que ça, des, Ok. des talents sans fin. Si, Mais merci vous en pour avez cette trouvé sélection. quelques-unes quand Franchement, même. vous êtes pas oui. dégueu parce que c'est pas évident. Hein. On attaque le Monopoly maintenant. Allez, tout de suite le Monopoly. En tout cas, merci Frédéric Vin et Audrey Gatelli de nous avoir d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce court-métrage qui s'appelle Les Effaceurs et que vous pouvez donc retrouver en compétition à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup de nous avoir reçus, c'était très sympa. Ouais, c'était très sympa, on a Merci. passé un bon moment. Merci. Bon, bah tant mieux. Merci à vous. On laisse Et la je vais place. accueillir, ah bah oui, puisqu'on a une seconde invitée sur le plateau qui va nous rejoindre, notre deuxième séquence à court ouvert. Voilà, avec notre deuxième invité de l'après-midi, Zeynep Bouzid. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Oriane? Eh bah, très bien. Pour ta Très, très deuxième. bien. Très très bien. J'ai encore vu des films très qualitatifs aujourd'hui, donc je Ouais. suis très contente d'être là finalement. Et je suis très contente d'avoir surtout Zeynep à interviewer aujourd'hui pour son très beau film Ceux qui rêvent.
Ceux qui rêvent, un court-métrage donc, qui est en compétition à Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle pour nos spectateurs? Bien sûr. Alors du coup, Ceux qui rêvent, c'est l'histoire donc d'une fratrie. Nadia, Latifa et Selim. C'est bien ça? Slim, pardon. Slim. Et en fait, les trois donc, ont perdu leur papa qui avait acheté un terrain et ils cherchent à vendre ce terrain. Donc Slim et Latifa, qui sont respectivement le cadet et la plus grande de la fratrie, n'y croient plus. Mais Nadia, elle, si, y croit et essaye de motiver ses frères et sœurs à vendre le terrain, et ce qui fait qu'ils se rapprochent finalement, le temps d'une belle soirée. On va voir quelques photos pendant que, Oriane, tu poses des questions à nos invités, des photos de ce court-métrage, Ceux qui rêvent, quelques illustrations, et je te laisse poser la première question à notre invité. Oui, alors juste avant de poser quelques questions, je vais présenter du coup donc Zeynep. Je t'en prie. Qui est donc tunisienne, qui est venue à 18 ans en France, à Paris-Nanterre, qui a étudié donc l'art du spectacle et aussi pas l'histoire, c'était les humanités, qui s'est découvert du coup une belle passion pour la littérature, le cinéma et le théâtre, et qui ensuite a rejoint la Cinéfabrique de Lyon. Qu'on connaît bien. Qu'on connaît très bien, et qui est d'ailleurs, c'est ton premier film. Oui, c'est ça, j'ai fait des films pendant l'école, mais c'était plus à but pédagogique, donc on peut dire que c'est un peu mon premier film. D'ailleurs, ton film a été... comment est-ce qu'on dit? Je perds mes mots. Primé, nommé? Non, financé par la Cinéfabrique, non? En production, il me semble. Oui, tout à fait. Donc c'est un film de fin d'études et l'idée pendant les 3 ans, c'est de faire des films et d'être financé par l'école. Et en 3e année, donc c'est les plus gros projets qu'on fait, c'est nos projets de sortie et c'est des projets que l'école finance entièrement, oui, tout à fait. Ok, c'est super chouette. Et j'ai remarqué du coup que dans le film, il y avait une forte présence du bleu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de ce bleu? Alors, le bleu, c'est surtout donc la première séquence, je pense, c'est celle à laquelle tu fais référence. Oui, aussi dans le bar. Il y a pas mal de bleu. Oui, c'est vrai. Mais alors, pour la première séquence, c'est assez particulier parce que c'est la séquence qui ouvre le film, mais c'est aussi la séquence à travers laquelle on découvre un décor qui est assez important dans l'histoire. C'est le décor où habite le personnage principal, et pour nous c'était un peu important de montrer la classe sociale d'où elle venait à travers le décor de sa maison, puisqu'elle elle en parle un peu plus tard dans le film en disant que la maison tombe en ruine. Et ce qui est un peu délicat dans ce genre de décor, c'est de trouver quelque chose qui justement raconte un peu une classe sociale où ils sont quand même d'une classe assez moyenne voire basse, et en même temps, vu que c'est un film, c'était aussi important de trouver un décor qui se prêtait un peu à la caméra, qui était assez cinématographique, et ça a été assez long de chercher ce décor. Moi j'avais découvert cette maison dans un premier temps, en fait c'était ma mère qui l'avait découvert et qui me l'avait montré. Et j'ai dit mais c'est trop bleu, ça va faire ça me paraissait un peu bizarre, et j'avais peur au contraire que ça fasse un peu trop féerique ou quelque chose comme ça. Et j'étais partie sur un autre décor, et la chef opératrice est venue donc 1 mois avant le tournage. Et on sentait que ce décor avec la caméra, avec les essais qu'on faisait, le découpage, ça marchait pas très bien, et on a continué à chercher, et à un moment ça a été le hasard où on travaillait chez moi, et il y a ma mère qui vient et qui demande c'est quoi le problème, et elle nous remontre le décor en disant mais moi je pense que ça peut le faire et tout, et on y est retourné, et finalement il a été choisi. Donc voilà, c'était un peu en tout cas la peur de tout le dilemme de montrer quelque chose où voilà, en effet ça traduit cette classe sociale là, mais je ne voulais pas non plus que ça raconte quelque chose de faux sur la Tunisie. Et je me disais, est-ce qu'il y a beaucoup de maisons bleues comme ça? Et au final, finalement, ça marche, je pense. Donc, oui, voilà. Ça marche. Mais ce choix du bleu, en fait, revient un peu au hasard du décor qui a été pendant très longtemps recherché, mais le hasard a fait que ce soit bleu, quoi. Merci à ta maman, du coup, pour oui, ça c'est sûr. Une vraie source d'inspiration. Et alors du coup, ça se passe à Tunis, c'est bien ça. Et pourquoi ce thème de la vente du terrain?
Alors le thème, c'est aussi c'est très proche de ma famille. Enfin, chez moi, depuis que je suis petite, il y a toujours une histoire de terrain qui revient souvent, et c'est pas toujours le même terrain, mais en tout cas, il y a toujours une part d'un petit terrain qui est hérité par un ancien oncle ou un grand-père, qui est partagé par tous les membres de la famille, qui est invendable, mais que tout le monde espère vendre un jour parce que pour des raisons économiques, et qu'on se dit mais vendre quelque chose, c'est un peu de l'argent qui tombe un peu du ciel. Et j'ai un peu grandi avec ça, notamment ma mère qui rêve beaucoup de vente, de choses comme ça. Et en fait, quand j'étais petite, j'y croyais aussi. Et j'ai cru à une autre vie, à une vie qui allait changer, à une entrée d'argent. Et on rêvait beaucoup. Et en fait, très vite, j'ai compris que ça allait jamais marcher. Et ma mère continue à croire en ce genre de choses. Et du coup, j'ai trouvé ça très touchant de voir qu'elle, qui est plus âgée que moi, continue à rêver, alors que moi, je ne crois plus. Et je me suis dit, j'avais très envie du coup de raconter une histoire avec des gens qui sont pas à un âge qui ont entre guillemets un peu leur vie derrière eux, qui ne sont pas à un âge où tout est à construire en tout cas, et pourtant qui rêvent d'une autre vie. Et donc voilà, c'était un peu comme ça que l'histoire est née en tout cas. Voilà. Oui, ça se ressent bien du coup un peu, peut-être qu'elle a aussi inspiré le personnage de Nadia finalement qui continue à rêver. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Et après, je sais que c'est pas que dans ma famille, c'est-à-dire que des problèmes de terrain, des problèmes de vente, d'héritage, de vieux terrains qui reviennent des années 80 et où il y a des problèmes de délimitation d'espace. Je sais que ça arrive dans plein de familles, en tout cas autour de moi, et du coup, avec le temps, j'en entendais tellement parler que je me suis dit, moi qui avais envie de raconter cette histoire de rêver d'une autre vie, le terrain me paraissait être un bon point de départ. Ok, parce que finalement dans ton film, même s'il est quand même assez court et qu'on dirait pas comme ça, tu nous racontes des problèmes un peu sociétaux qui se passent en Tunisie, donc le problème des terrains, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des petits problèmes économiques peut-être ? Oui, il y a pas mal de choses que j'avais un peu envie de raconter, mais peut-être plutôt en sous-texte. L'histoire se passe en 2023, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'il y a eu la révolution, et moi j'avais à peu près 12 ans quand il y a eu la révolution, et c'est quand même une période qui a un peu marqué tout le monde de différentes manières, mais c'est quand même une période où on rêve beaucoup d'une autre vie, et donc une période où il y a énormément d'espoir, et qui est aussi suivie par pas mal de désillusions, et je trouvais ça assez intéressant de raconter la désillusion, notamment d'une génération qui est un peu la mienne, donc qui a grandi avec la Révolution et qui aujourd'hui est déçue parce que les mêmes problèmes qui étaient à l'époque sont toujours là. Et ce qui m'intéressait, c'est de raconter ce genre de choses à travers la sphère intime, donc la sphère familiale, plutôt avec un personnage qui est celui de Mehdi, du plus jeune, qui lui n'y croit pas trop. Et puis raconter aussi comment les gens traitent l'espoir, quoi. Parce que en effet, il y a pas mal la désillusion, mais aussi 10 ans après la Révolution, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes économiques. Aussi, ce dont ces gens rêvent, c'est des choses qui sont supposées être des droits fondamentaux, c'est-à-dire un logement décent, pouvoir divorcer, pouvoir nourrir sa famille, et c'est de ça que ces gens rêvent. Et si on arrive à rêver de ça, c'est que y a en effet pas mal de problèmes, et c'est la Tunisie actuelle, quoi. Et c'est la Tunisie dans laquelle j'ai grandi, et quand j'y retourne, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc ça me paraissait très important, c'est des choses qui me concernent. Et je voulais... Bon, après, c'est un court-métrage, donc on n'a pas énormément de temps. Il fallait aller droit au but, de toute façon, je ne voulais pas raconter la révolution
dans un premier, enfin comment dire, je voulais pas faire du sujet du film la révolution, mais je voulais en tout cas ancrer le film dans le climat post-révolution, mais genre 10 ans après quoi, et avec tous les problèmes qui sont toujours là. Voilà. Ok, super. Tu as une dernière question pour notre invité ou c'est bon pour toi? Moi, c'est bon pour moi. C'est parfait. Alors, on a une séquence, tu as vu le principe avec nos invités précédents, où on va te proposer deux choix. Et on va te demander de choisir et de nous expliquer pourquoi. C'est notre séquence Fast and Curious. Alors, première proposition d'entrée de jeu. On voit à l'écran Clermont-Ferrand ou Tunis. Ah ouais, j'ai pas reconnu Tunis, hein, c'est assez fou. Tunis, franchement, sans hésitation. Bon, une deuxième proposition. Alors là, c'est plus d'une façon générale, plutôt campagne ou ville, s'il faut choisir. Pour vivre, je pense la ville, parce que c'est plus pratique pour le travail. Mais si un jour je peux vivre à la campagne, ça serait pas mal, quoi. Mais ville quand même, pour être plus réaliste. Et enfin, dernière proposition. Alors là, on fait le grand écart. On essaye d'aller creuser un peu plus cinéma. Si tu dois choisir entre Agnès Jaoui ou Jean-Luc Godard, est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a inspiré? Est-ce que c'est des cinémas que tu connais, que tu apprécies? Je connais un peu, oui. Et je dirais Agnès Jaoui. Ouais. Oui. Dernière séquence de cette interview, c'est notre moment cour d'assises. Là, on aime bien savoir un peu dans ces moments les anecdotes que les réalisateurs, les réalisatrices gardent avec eux à la fin des tournages. Si tu devais nous donner une anecdote improbable sur ton tournage, ce serait laquelle? Alors, je sais pas si là, de tête, en effet, c'est un peu... je sais pas si j'ai la plus improbable, mais j'en ai une qui me revient en tête, c'est... alors, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'était donc... le tournage s'est fait en Tunisie et l'équipe arrivait petit à petit, on n'arrivait pas tous ensemble. Et les derniers arrivés, c'était 2 personnes qui venaient en voiture et qui prenaient le ferry et qui venaient avec beaucoup de matériel de l'école et une voiture qui était blindée, enfin qui était remplie quoi, de matériel. Et donc ils faisaient Lyon-Marseille, Marseille-Tunis. Et si cette voiture ne venait pas, on pouvait pas. Enfin, on aurait trouvé d'autres solutions, mais ça aurait été très compliqué. Et en mettant de l'essence à Lyon, ils se sont trompés d'essence et du coup ils n'ont pas mis, je crois que c'était du diesel qu'il fallait mettre et ils ont mis autre chose. Et ils se sont rendus compte assez vite, mais il y avait quand même, c'était un peu trop tard et c'était très dangereux, je crois, de conduire avec. Ça bousille le moteur. Ouais. Voilà, et en même temps, il fallait trouver une solution très vite parce que le ferry était, il y avait le billet pour le ferry, quoi. Et je sais pas comment ils ont fait, mais c'était horrible et ils savaient même pas s'ils pouvaient venir. Et ils nous ont pas prévenus, je pense pas, pour ne pas nous faire peur. Ou je crois que mon producteur à l'époque, c'était le soir, il était tard et je sais même pas s'il était pas en train de dormir. Mais en tout cas, on n'a pas été prévenus et le lendemain, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils ont failli ne pas venir, quoi. Tout est bien qui finit bien tout de même. Heureusement quand même. Ouais, tout à fait. Alors on va parler un peu actu cinéma, vous allez rester avec nous toutes les deux et c'est Dorian qui va revenir sur le plateau pour les temps qui courent. Bonsoir, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, ça fait au moins 10 minutes. Au moins. J'ai pas beaucoup de temps ou j'ai un peu de temps? Tu as le temps qu'il faut rattraper. Oui. Alors moi je m'occupe de l'actu effectivement depuis 4 jours maintenant qu'on est ensemble et c'est toujours un plaisir non dissimulé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai ce soir? J'ai la sortie de Jurassic World 4, la date de sortie de Jurassic World 4. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, ça, ce genre de production ou pas du tout? Je regarde pas beaucoup, mais Ils en font un 4e. Ils en font un 4e. C'est ça le scoop en fait. C'est ça le scoop. Et il va sortir le 2 juillet 2025. Le 7e volet de Jurassic Park, quoi. C'est la saga. Hein. Oui, c'est une grosse saga, effectivement. Jurassic World 4, et j'ai le nom du réalisateur pressenti pour le faire. Et ce sera David Leitch. Peut-être David Leitch. Alors si vous connaissez pas David Leitch, il a déjà réalisé, il a co-réalisé le premier volet de John Wick.
Et il a aussi fait Deadpool, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, voilà, pour ne citer que ça. Et récemment, Bullet Train. Si, Bullet Train, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, tu l'as vu, non? Plutôt connu. Non, j'ai pas eu l'occasion, mais... Avec Brad Pitt. Bullet Train qui était excellent. Donc ça, à mon avis, ça va être beaucoup d'action. Et d'ailleurs, David Leitch, petite info aussi, c'est qu'il a été la doublure de Brad Pitt dans Fight Club. Il était doubleur cascade. Donc voilà, aujourd'hui, il fait de la réalisation. Ce sera sûrement lui qui va le réaliser. Quelle anecdote. Ouais, c'est pas mal. Bah mais ouais. il faisait beaucoup de... Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais Et oui. il faisait doubleur de cascade. Il est bon dans les blockbusters, quoi. Ouais, ça va être de l'action. Ouais. À mon avis, ça va péter. Et surtout que le premier Jurassic Park a été un énorme succès. Steven Spielberg, bon là, c'est excellent. 1993. Et la suite, on verra bien. 2 et 3, c'était un peu moyen, mais c'est quand même venu en salle. Mais les critiques n'étaient pas folles. Ouais. On verra bien pour le 4. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai au menu? Si, bah, demain, sortie ciné. Dali. Oui. Dali. Oui. N'est-ce pas? Avec Quentin Dupieux. Encore le film de Quentin Dupieux, pardon, je veux dire. Avec Gilles Lelouch, Jonathan Cohen. Il y a aussi Édouard Baird, Anaïs de Moustier. Donc, qui va aller le voir, ce film? Et personne n'a levé la main. Mais peut-être Edouard, Désolé. peut-être, mais on ne sait pas encore. Peut-être Edouard s'il nous regarde. Il y a Cocorico aussi qui est réalisé par Julien Hervé. Je fais que les sorties françaises, sinon voilà, je vais pas en finir. Il y aura Christian Clavier, Didier Bourdon demain aussi. Si vous savez pas quoi aller voir, Quel il y a des casting. choses... Ouais, Didier Bourdon, un amour, et Christian Clavier, ça promet. Comme je vous ai dit, j'ai une petite anecdote qui peut peut-être vous intéresser. C'est Audrey Tautou qui a raconté ça aujourd'hui. Elle a fait un cadeau à Tom Hanks quand elle était sur le tournage de Da Vinci Code en 2006. Elle lui a offert un cadeau. C'était tourné à Paris. Je ne sais pas si les gens ont vu Da Vinci Code, ce film. Oui, oui, oui. Elle disait en fait, qu'est-ce qu'on peut bien offrir à ce mec? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir à Tom Hanks? Il a tout, j'imagine. En tout cas, il a beaucoup de choses. Donc, elle lui a fait un petit cadeau sur ce tournage. Qu'est-ce que vous lui offririez avant que je vous dise ce que c'est à Tom Hanks, par exemple? Tiens, je serais curieux. Bah, étant donné qu'on est à Paris, en vrai, des macarons. Hein. Des macarons, ouais. Faire simple, efficace. T'as une idée si tu rencontrais Tom Hanks? Un pass Navigo parce que Pass Navigo. Non, infinançable. Beaucoup trop cher. Non, c'est trop cher. Là, même lui, il dit non, mais là, vous faites pas. Non, quand même pas autant. Non, en fait, elle lui a offert, comme il est un peu geek sur les bords, Tom Hanks, elle lui a offert un Minitel. Voilà. Incroyable. C'est sympa, on voit l'image. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont un peu trop jeunes. Voilà ce que c'est un Minitel. Non, mais pourquoi un Minitel? Je vous le dis vite fait, c'est qu'en fait, aux USA, ils connaissent pas les Minitel puisqu'ils ont toujours eu Internet. Donc en gros, quand il a vu ça, il savait pas vraiment ce que c'était. Ouais. Enfin, toujours eu. En tout cas, depuis plus longtemps, quoi. Bah déjà, oui, en tout cas depuis plus longtemps. Oui, il l'avait pas en 1800, effectivement. Oui. Mais bon, on sait jamais. Oui. Deuxième petite anecdote aussi. Maître Gims, c'est une autre version, mais enfin, oui. Maître Gims, oui. Oui, qu'est-ce qu'il a, Maître Gims? Il a une autre version. Bon, vas-y, je t'en prie, continue. Mais oui, non, mais t'inquiète. Une petite anecdote aussi sur le film Robocop. Vous saviez que c'était Arnold Schwarzenegger qui aurait dû le faire? Non. Tu le savais ça, toi? Je m'adresse hors cam à Edouard qui est là-bas et qui me fait des grands signes. Le film Robocop de Paul Verhoeven qui était sorti en 1988. Il aurait dû le faire et vous savez pourquoi il l'a pas fait? Non. Parce qu'il était trop gros, trop mastoc pour le costume. C'est pas une vanne? Eh ben, ce sont des choses qui arrivent. Oui, non, mais c'est vrai, il était trop imposant et donc c'est Peter Weller qui a joué donc, le rôle. Et d'ailleurs, il aurait, pour finir sur notre ami Schwarzenegger, il aurait dû jouer également Hulk. Oui, ça lui aurait bien allé finalement. Ouais, Hulk, mais en fait, il était déjà en tournage pour le film Conan. Donc voilà, il n'a pas pu le faire. J'ai pas grand chose ce soir, je suis désolé. Non, mais c'est déjà très bien. Merci pour cette actu. C'est les actus un peu, et puis je vous invite à aller au cinéma. Et voilà, demain il y a des belles projections et il y a encore du lourd qui arrive. Bon, bah merci d'être venu faire le point sur l'actualité, Dorian. Merci Naïnem d'être venu sur notre plateau. Merci Oriane d'être venu poser les questions. Et puis c'est notre dernière séquence chronique aujourd'hui avec Daniela qui vient de nous parler d'un court-métrage sur le plateau. Daniela qui revient sur le plateau d'Instant Court. Alors Daniela, tu peux t'installer là, je pense on sera mieux parce que sinon il va y avoir beaucoup d'écart entre nous. Oui, voilà. Je sais que t'aimes bien être proche de moi. Oui, j'adore Daniela, tu sais, depuis le temps qu'on se connaît. Alors tu es allé voir pas mal de courts-métrages, c'est vrai, ces derniers jours, et tu as encore trouvé un court qui t'a plu, et tu as encore trouvé un court-métrage que je ne vais pas savoir prononcer, mais je me lance quand même. Atosanen. C'est ça, c'est en japonais. Ouais, après, en japonais. Je suis pas japonaise, j'ai jamais fait de japonais. Bon. Mais, donc je m'en suis pas trop mal tiré. Ça se prononce bien comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi traite ce court-métrage? Bien sûr, mais avant tout, je voulais te dire quelque chose, Evan. Oui. C'est bon, il y a ton pote Hiroshi qui est bien arrivé chez ta mère. Ok, bah nickel, merci beaucoup. Ok, voilà, c'est une petite nouvelle en plein milieu du plateau.
Bah, c'est un peu la réaction qu'a eu le fils de notre protagoniste dans le film, étonné que son pote il est arrivé chez sa mère du Japon, tandis que pourtant il connaît personne qui s'appelle Hiroshi du Japon. C'est ça ce qui est fou. On regarde le teaser? Allez, on va comprendre un peu plus avec quelques images. Buenos días. Me llamo... Tico, ya vale. Shh. Me llamo Hiroshi. Amigo de Álvaro. Álvaro Cubas, camino de la Vega. Sí, sí. Train. Sí, es mi hijo. Mi hijo. Do you speak English? Yo English, no English. Te decía que soy la madre de Álvaro. Álvaro. Álvaro, sí. Mamá. Ah, Álvaro's mamá. Eso, la mamá de Álvaro. Encantado de conocerlo. Álvaro no está. Bon, Daniela, qu'est-ce qui t'a plu dans ce court-métrage japonais? Alors, c'est un court-métrage espagnol. J'ai dit japonais, oui, parce que le titre est japonais. Oui, mais c'est un court-métrage espagnol. Franco-espagnol, même si on va être précis. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sens là-dedans, mais bon, on va comprendre les enjeux de ce petit court-métrage un petit peu. Quand on rencontre un touriste, tu vois vraiment le cliché du touriste. Quand on pense qu'eux, ils viennent chez nous, c'est-à-dire en France ou à un autre pays, tu les trouves un peu relous. Ouais. Tu te dis, oh là là, casse Ils bonbon. prennent tout en photo. Tout en photo, Ouais. ils sont naïfs, c'est des enfants. Oui, oui. T'as l'impression que c'est des gens, ils n'ont jamais sorti de chez eux, ils connaissent pas les codes de la société. Ouais. Et c'est un peu le premier abord qu'on a d'un touriste. Ouais. Et c'est exactement ça ce qui se passe là. On retrouve un japonais, mais vraiment le cliché de japonais, avec sa petite caméra, son sac à dos, Ouais. qui débarque dans une maison espagnole, cherchant son pote Alvaro. Mais en fait, il découvre son pote, il est pas là. C'est sa mère qui l'accueille. Sauf que sa mère, que gentille comme elle est, elle l'accueille pensant que c'est bien un pote à son fils. Ouais. Il appelle son fils. Et en fait, c'est cette personne-là, il a juste rencontré vite fait dans un train. Ouais. Du coup, il a aucune idée de qui est cette personne. Cependant, cette femme décide quand même de l'accueillir, même si elle parle pas un mot de japonais et lui il parle pas espagnol. Il a le petit bouquin classique des touristes, un peu Duolingo avec les phrases au hasard qui sont inutilisables dans des situations de la vraie vie. Et du coup, on va parcourir leur histoire en essayant de communiquer avec les moyens qu'ils ont. Ouais, mais alors justement, c'est en fait le film, le ressort scénaristique du film, c'est la barrière de la langue. Et c'est traité comment à l'intérieur de ce court-métrage? C'est ça, c'est... alors on va être dans un film très contemplatif, puisque évidemment on n'aura pas des dialogues verbaux. Tout se passera à travers du dialogue corporel, de la connexion émotionnelle. Et c'est des personnes qui vont finir par s'ouvrir l'un avec l'autre, en sachant que l'autre personne ne peut pas comprendre ce qui se passe, ne peut pas vraiment tout à fait le comprendre, mais ils vont réussir à se mettre l'un comme l'autre en confiance. On va avoir deux cœurs qui se rassemblent, et loin d'être romantique, ça sera une amitié pure. On est vraiment dans l'empathie de l'autre et la compréhension et l'accompagnement qu'on peut avoir d'une personne. Eh bien, tu nous donnes envie d'aller voir ce court-métrage si vous voulez une belle histoire, quelque chose de noble et qui remonte le moral. Eh bien, rendez-vous à Clermont-Ferrand sur le Festival du Court. Vous avez jusqu'à samedi pour profiter des séances. Merci Daniela d'être venue sur le plateau nous parler de ce court-métrage. Dernière séquence enregistrée de la soirée, vous l'attendez tous et toutes, je le sais. C'est notre micro-trottoir. On a essayé d'attraper des festivaliers, des festivalières, des professionnels, des bénévoles. Avec la complicité d'Abel, on y est arrivé. Et voici quelques images sélectionnées avec soin par notre réalisateur. Jacques Brel disait « L'amour, c'est ce qui survient quand on s'en... » Jacques Brel disait « L'amour, c'est ce qui survient quand on s'en... » Putain, mais... Jacques Brel disait « L'amour, c'est ce qui survient quand on s'y attend le moins. »
Eh bien, l'amour pour Clermont-Ferrand que nous éprouvons aujourd'hui, je crois qu'il était totalement inattendu. C'est le cas de la plupart des festivaliers et des festivalières que nous rencontrons tous les jours et on va aller à leur rencontre aujourd'hui. On y va. Les nouvelles normes de sécurité, on en parle. Casque obligatoire pour entrer dans les séances. C'est ça, oui, effectivement. Et bien, il faut le dire à votre femme parce qu'effectivement, là, il y a un problème. Eh bien, ici, les festivaliers et les festivalières espèrent jusqu'au bout une fin heureuse. Et pourtant, l'issue sera fatale, mais ils ne le savent pas encore. On voulait savoir, à votre avis, de vous deux, qui a le plus beau chapeau? C'est moi. On va lui demander pour... Alors, on a demandé à monsieur lequel de vous deux avait le plus beau chapeau, il a dit moi. Et vous? Il a un bonnet, donc déjà ça marche pas. Du coup, c'est vous qui avez un plus beau chapeau? Oui, évidemment, ouais. Mais le sien est pas mal, ouais. Vous aussi, vous trouvez que le sien est pas mal? Le bonnet, c'est pas un beau chapeau. Donc vous avez un beau bonnet, lui il a un beau chapeau, on a mis tout le monde d'accord. Merci monsieur, c'est la paix sociale à Clermont-Ferrand. Merci. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Si Lina ne fait rien, c'est de Lina... de l'inaction. Inaction, ouais. Voilà, alors c'est ça depuis hier. C'est hyper sympa. Et donc c'est un peu la touche décalée. Moi j'ai hâte du jour, peut-être dans 50 ans, où on sera dans vos archives en fait. Et ça peut-être avant. Dans un an, vous êtes dans nos archives. Démons de l'ennui. Je me suis planté. Bon, c'était très bien, franchement bravo. Excellent, merci, merci. Non mais il y a Michel Galabru qui dit à son fils, quand je te vois je me dégoûte. Et ça je trouve que ouais c'est de la phrase culte je trouve. C'est méchant ça. Ouais mais c'est tellement tourné, genre c'est de la phrase quoi. Si tu devais nous sortir une réplique de film, ta réplique de film préférée ce serait quoi? Totale improvisation. Totale improvisation. Bah en fait je dirais je sais pas, De Funès dans Rabbi Jacob, genre Salomon vous êtes juif, excellent. Très très drôle. Très très drôle finalement. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Quelle note vous mettez à ce chapeau, sur une note sur 10? Moi j'aurais mis un petit 5 quoi. Ouh là 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 là, ça tacle. Combien? Faut remonter la moyenne. Moi je suis à 10, mais j'adore ce chapeau. Donc ça fait une moyenne de 7,5 et donc c'est dans le panier haut des notes qu'on a eu aujourd'hui. Donc félicitations, c'est un podium. C'est quand même un podium, bravo. Quand même, c'est scandaleux. Ce n'est plus mon ami. Et voilà, on vient de briser une amitié. On adore faire ça dans l'émission, merci beaucoup. Bon festival. Merci. Ah mince, on m'a vu. Je me suis fait attraper. Je m'étais caché pourtant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un scoop? Et là, c'est le buzz qui compte. Hein. Ah oui, bah, je sais bien. Il y a des médias qui se sont positionnés. BFM TV est très intéressé si on arrive à avoir un scoop. Alors, est-ce qu'on aura un scoop là? Oh non, il n'y a pas vraiment de scoop. J'ai pris le bus et le tram. Enfin non, le bus et le tram et nickel. Ah oui. Ça c'était un scoop ça. Ah oui. Comme d'habitude. En fait je pense que dans la vie il y a des bonnes et des mauvaises situations. C'est question de point de vue, tout ça. Donc ça dépend comment tu vois la phrase en fait. Si la phrase tu sens qu'elle t'emmène quelque part, eh ben, c'est l'autoroute de l'expérience, tu vois. C'est une expérience qui va dérouler comme ça sous ton tapis. Enfin je dis tapis parce que... Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Plutôt comme mon oncle, Hervé. On lui passe le bonjour. C'est ça, mais en fait, il est vendeur de... Tapis de sol? Non, pas du tout. Il vend des ordinateurs. Et donc, en fait, ça n'a rien à voir. Mais... C'est exceptionnel, mec. Il est fort, hein? Oh, il est chaud. Ah, je chiale, mec. Voilà. Et tous les jours, vous vous rendez compte le boulot que ça demande de tourner cette séquence pris de court. Mais ce n'est pas la dernière de l'émission, loin de là. Nous accueillons sur le plateau Pierre du LIF pour notre séquence Libre Cours. Je le rejoins. Oui, puisque Pierre du LIF, l'organisateur du festival Que du Feu. Ah oui, c'est important. Ex-organisateur. Ah oui, et oui, bien sûr. D'accord.
Ok. Oui, ex-organisateur, mais tu es bénévole toujours. Tout à fait. Et tu es vrai que tu n'as plus de responsabilité exécutive, on va dire, C'est pour ça, parler un langage exactement. tout à fait adapté au monde associatif. Comment ça va, Pierre? Ben, ça va très bien. Est-ce que Et tu es toi? heureux de revenir sur le Festival du Cours? Je suis ravi et c'est ma 10e année au Festival de Clermont-Ferrand, donc je suis et ma 3e avec Spectre. Oui, il me semble que c'est la 3e année qu'on se voit ici. Oui. Toujours un plaisir inégalable. Voilà. Alors tu es venu nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Le Chant des Bêtes. Le Chant des Bêtes. De quoi tout à ça fait, parle? De Titouan Robert. Et ben, c'est un film qui. Alors, j'ai cherché à savoir si le film parlait d'un fait précis qui s'est passé dans l'actualité ou pas, et je crois pas, et je crois que c'est un peu un mélange de plein de choses qui sont passées. Mais c'est un film qui parle d'un journaliste qui reçoit en fait une clé USB avec des images volées dans un abattoir et qui en gros du coup, donc c'est un journaliste qui est à Libé, qui est un journaliste sportif et qui du coup se met du coup à enquêter et à se retrouver immergé en fait jusqu'à rentrer dans le milieu de l'activisme un peu dans cette lutte en fait contre les violences animales. Et c'est un... J'enchaîne sur... Je parle un peu on a du le film. teaser si tu veux. On a le teaser, peut regarder le formidable. teaser. Et Donc comme ça tout le monde va être bien exactement. mal à l'aise, voilà. On va regarder ça. Ah, il n'y a pas de teaser, c'est une photo. Non, mais le réalisateur me parle en direct, c'est dans l'oreillette. Alors ce plan est incroyable parce que, enfin bref, c'est un plan donc d'un œil de cochon évidemment, mais qui dans le film arrive à un moment donné où vous voyez en fait une grande humanité en fait quelque part dans ce regard. Évidemment, alors c'est un film qui est pas forcément, enfin qui disons que ça va nous immerger en fait dans cette réalité, on va dire, d'un journalisme d'investigation assez poussé, qui va justement jusqu'un peu dans les tréfonds. Les tréfonds de cette question des abattoirs, de cette question de l'alimentation. Pour vous faire le pitch, en gros, on est en Coupe du Monde, la Coupe du Monde Qatari, décembre 2022. Il y a un journaliste donc sportif qui est interprété par Ruben Badinter, qui est super dans ce film, qui reçoit une lettre et une clé USB d'un ouvrier en abattoir du Finistère. Et l'ouvrier, quand il envoie cette lettre, il se suicide juste après. Parce que justement, lui, il peut plus accepter ça, etc. Et sur la clé, du coup, il y a des centaines d'heures, voilà, de caméras cachées, de caméras de vidéosurveillance qui montrent un non-respect, voilà, flagrant de la dignité des animaux. Vous verrez le film, c'est un film qui est en vrai assez dur à voir, hein. Il dure 24 minutes seulement, mais c'est déjà un peu long. Et du coup, le film, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va nous plonger vraiment dans un vécu sensoriel. Il y a un gros travail sur l'image et sur le son. Et en gros, l'angle du premier article utilisé écrit par le journaliste, c'est justement de se poser la question, au-delà de la maltraitance animale, quelles sont les conséquences pour les humains, et donc en l'occurrence pour l'ouvrier qui se suicide juste après justement avoir subi ces choses-là. Alors le film, il mêle habilement fiction et documentaire. Est-ce que tu peux nous dire comment? C'est ça. Alors, du coup, c'est la grosse question, c'est qu'après, on va chercher, on va se dire, quelle révélation c'est, etc. Alors, c'est un film entièrement de fiction, c'est un film de fin d'études de la FEMIS, donc l'École nationale de cinéma à Paris. C'est un film, néanmoins, qui utilise beaucoup d'archives de l'association L214, qui, du coup, est l'association reconnue, justement, sur ces questions. Et c'est filmé, en fait, avec une patte authentique. On dirait que c'est filmé au caméscope. Ça pourrait être un extrait justement de l'INA d'un reportage des années 2002. Et du coup, ça nous emmène en fait dans un point de vue documentaire avec beaucoup de caméras qui sont embarquées et vraiment un gros travail justement, comme je le disais, sur le son, sur les ambiances, sur les regards, sur les petits détails un peu du bureau de journaliste. C'est-à-dire que ça va pas vraiment être un documentaire classique non plus dans la forme, dans le sens où vous allez jamais avoir de plan large. C'est que voilà des petits détails de le journaliste qui tourne sa tasse, le journaliste qui caresse son chat, enfin bref, et plein de choses aussi qui sont travaillées sur le son. C'est un studio parisien qui s'appelle Polisson qui a travaillé sur la post-prod son, et ça c'est à souligner parce qu'elle est incroyable. Et voilà, donc ça reste dans une fiction, mais ça peut être documentaire dans le sens où ça pourrait être en fait une sorte de mash-up de plein justement d'histoires de lanceurs d'alerte en fait qui ont été faits là-dessus. Et moi, alors, si j'avais un petit reproche à faire au film, c'est juste que, mais comme il me semble beaucoup de courts-métrages, et notamment les courts-métrages de fin d'études, c'est qu'il va pas assez loin. C'est-à-dire qu'il explore, voilà, la question du journalisme, du journaliste donc sportif, qui ne s'intéresse pas du tout à ces questions, qui se retrouve confronté à ça, qui se retrouve vraiment perturbé par ça, et qui du coup s'engage dans l'activisme. Donc voilà, je trouve que ça finit un peu le film, et c'est un peu, on va dire, abordé en surface. Mais voilà, en tout cas, sur un 24 minutes,
un grand chapeau pour ce film étudiant. Voilà, qui présente un sujet qui est très difficile. J'ai trouvé que c'était abordé sans aller dans des grandes facilités et qui permet en fait de mettre sur la table des sujets, justement, des violences animales et qui en plus est quelque chose dont on se souvient. Voilà, si vous allez le voir, vous vous en souviendrez quelque temps. Et on vous encourage à aller le voir. Et tu sais, Pierre, même si le film que tu as choisi est dur, on est très heureux de t'avoir sur le plateau d'Instant Court. Et je crois que je peux dire de la part de toute l'équipe de Que du Feu du festival, que eux aussi te tiennent en haute estime. Ils nous ont quand même laissé, on va dire, quelques photos compromettantes. Ah non. Et si, et on va les voir. On va les voir dans Instant Court en direct. Il n'y a aucun filtre, t'es même pas au courant. Donc il faudra t'arranger avec tes équipes, dont je sais que tu gardes le leadership. Ouais. Alors, voyons cela. Tu peux envoyer, Romain. Je crois qu'on va continuer à parler dessus si ça t'embête pas. Hein, il faut que je les commente. Bah tu peux si tu veux. Tu vas les découvrir en temps réel. Voilà. Ok. Alors il y a vraiment une sélection de photos. Ça va pour l'instant. Pour l'instant, ça va. C'était l'an dernier. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de ta coupe de cheveux. Alors ça, c'est d'accord. Et alors il y a une. Ça, c'est pas moi, ça. Tu vois, t'as le doute. Ça, c'est moi. J'ai pas un chapeau comme ça. Ouais. Alors, on voit l'évolution du travail capillaire, donc à la fois sur la moustache, sur la barbe, aussi sur le cheveu. Et quels soins tu fais? Quels soins tu as? Celle-là, elle est incroyable. Alors, la dernière, c'était des essais d'une tenue pour un mariage dans ma famille. Voilà. Ouais, c'est incroyable. J'ai une tenue incroyable, bien sûr. Un pantalon pas de def et tout. Exactement. Ouais. Et puis les tongs. Les sandales, des Birkenstock traditionnels. Bien sûr. Ouais. Écoute, voilà. Alors, est-ce que tu serais pas allé chez le barbershop, toi? Tout à fait. Je suis allé chez l'atelier du barbier ce matin parce que à l'origine, ce que veut vous dire Evan, c'est que je devais passer hier à Instant Court et que j'ai dit non, attends, parce que voilà, moi je vais au barbier mardi matin. Et ce qui est ma petite tradition de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire que je vais au barbier le mardi, le premier jour du festival, enfin le deuxième jour du marché. Voilà. C'est incroyable. C'est l'atelier du barbier, rue Georges Clemenceau à Clermont. C'était anciennement tenu par un gars dont j'ai oublié le nom, ça a été repris par son employé. Dont t'as oublié le nom aussi. Donc j'ai oublié le nom aussi. Je lui ai pas demandé d'ailleurs. Mais c'était super, voilà, 24 € la coupe. Vous voyez, voilà. 5 sur 5 au niveau de la note Google. Bon, merci Pierre. Et puis, on te revoit dans la semaine ou pas? Est-ce que tu seras là? Je sais pas, je crois pas, non. Tu crois pas? Bon, et ben en tout cas, ce fut un plaisir. Parce que c'est la dernière demain? Non, c'est la dernière jeudi. Ah, jeudi. Mais tu sais, chaque jour, il y a un représentant du LIF. Donc on verra qui te succédera. Sûr que non, mais demain peut-être. Peut-être. Je sais pas. Voilà. Bon, mais on avisera. En tout cas, on est toujours aussi heureux de vous avoir sur le plateau pour nous parler du court-métrage et nous apporter votre expertise là-dessus. Donc merci Pierre. Avec plaisir. Et l'émission touche à sa fin, mais vous savez que j'aime bien garder un petit moment pour un édito, c'est ma séquence court-circuit. Oui, puisque ces derniers jours, vous avez été nombreuses et nombreux en fait à nous demander quels lieux sont absolument immanquables à Clermont-Ferrand. Et figurez-vous que c'est une excellente question, puisqu'on s'est tous posé cette question en arrivant ici vendredi soir. Et puis, après tout, qui n'a jamais salivé en arrivant dans la capitale auvergnate, les étoiles plein les yeux devant ce berceau d'art et de culture, bouche bée devant ce chef-d'œuvre d'urbanisme et ses nombreux bijoux d'architecture. Nous faisons partie de cette catégorie. Alors que vous soyez en famille, entre amis, en séminaire d'entreprise ou tout simplement des aventuriers dans l'âme, eh bien laissez-moi vous présenter 3 lieux touristiques incontournables de Clermont-Ferrand pour vous faire découvrir la ville sous un nouveau jour. Alors je suppose, Romain, que tu n'auras pas les images, voilà, donc... Pour l'instant, on va faire 100, mais elles seront au montage, donc les personnes qui regardent en replay, vous les avez. La Maison des Boulistes, alors c'est le premier lieu touristique que je vous recommande, avec son architecture des années 60, typiquement soviétique. Ce beau bâtiment permet la pratique de la discipline reine, la pétanque. De nombreux sportifs de haut niveau s'y affrontent dans des parties à l'issue aussi incertaines que le nombre de pastis 51 que va avaler Bernard, celui-là même que personne n'a encore jamais vu les boules en main. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire qu'il fait toujours autant partie des murs. Alors plusieurs avis montrent l'intérêt évident de ce lieu d'évasion. On voit notamment Stéphane qui nous confirme partie de boules en salle, le top quand il pleut dehors. On a également David qui dit j'ai fait un concours de boules très bien organisé. Dommage que les terrains manquent un peu de gravier et ne soient pas totalement secs, mais j'y retournerai avec plaisir. Donc David, on s'y croise prochainement. Et enfin, un avis d'un utilisateur anonyme qui nous dit « The place to be pour une partie de pétanque, convivialité assurée ». Alors attention toutefois, il y a quelques commentaires qui sont moins élogieux. On a Yann qui nous dit « beaucoup de poussière ». Voilà. On a un utilisateur anonyme qui nous dit « WC sale sans rien pour s'essuyer les mains, manque d'entretien ». Et ça, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on va à l'amicale bouliste. Et puis enfin, Eliane qui, elle, n'était pas vraiment contente.
Des gens irrespectueux du voisinage, avec 4 points d'exclamation, donc elle est vraiment très en colère. Utilisation de la sono jusqu'à point d'heure. Si on venait faire la même chose sous leur fenêtre, ils ne seraient sûrement pas aussi patients que les habitants du quartier, à croire que ces gens ne se lèvent pas pour travailler. Ça, c'est certain, ça c'est sûr. Alors, deuxième spot que vous pouvez visiter si vous êtes à la recherche de lieux touristiques à Clermont-Ferrand, la cave du Puy-de-Dôme. Si vous aimez les escape games, alors celui-là est fait pour vous. Élu attraction de l'année 2023, la cave du Puy-de-Dôme vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h15 à 16h, enfin des horaires qu'on connaît, hein, on a l'habitude. Idéalement situé, parking gratuit, accès en transport en commun, vous pourrez en profiter en famille ou entre amoureux, pourquoi pas pour la Saint-Valentin par exemple, hein, on peut vous donner des idées de sortie ici. Alors toutefois, attention, plusieurs usagers donnent quelques pistes d'amélioration. On a Eden qui s'attarde sur le répondeur. Le message du répondeur est vraiment insupportable, les personnes attendent souvent plusieurs dizaines de minutes, alors pourquoi mettre un message aussi désagréable à entendre? Pourquoi ne pas enregistrer une simple musique? Et c'est vrai, après tout, pourquoi pas une simple musique, on leur fera des recommandations. Ensuite, on a un autre commentateur anonyme qui nous dit « Passez 30 secondes là-dedans et vous ressortez en ayant perdu foi en l'humanité. En prime, j'ai eu droit à un mec qui sentait le cactus, je n'en peux plus, pauvre France. » On a Matt également qui nous dit plus difficile à joindre que la NASA. Bref, des points d'amélioration qu'il va falloir travailler du côté de la CAF. Puis enfin, si vous cherchez toujours un troisième spot pour faire du tourisme à Clermont-Ferrand, je vous recommande l'hôtel de police nationale, commissariat central de Clermont-Ferrand, voilà, pour passer une nuit ou deux après tout pendant le film court. Un hôtel bon marché, recommandé si vous séjournez à l'occasion du festival. D'ailleurs, les avis sont plutôt élogieux, hein. On a Antoine qui nous dit très bonne adresse, chambre propre, spacieuse et climatisée. Le réceptionniste manque un peu d'hospitalité, dommage. Le repas laisse à désirer, problème de cuisson, très bon rapport qualité-prix toutefois. On a un autre utilisateur usager qui nous laisse un commentaire et qui nous dit 2 nuits en B&B, bed and breakfast, au top, situation idéale au bord de l'eau, des goélands, cadre idyllique, air marin océanique, réveil avec le bruit des mouettes, chambre propre et spacieuse, mobilier récent, lit très confortable et linge de lit neuf, repas végétarien varié, petit déjeuner au top avec une orange pressée, une galette Saint-Michel, service de chambre personnalisé, personnel, aimable et à l'écoute. Donc vraiment un bel avis. Puis un dernier quand même, très accueillant, chambre de qualité, service de restauration très bien géré, la nourriture arrive toujours à l'heure, il y a pas mal de choix lors du repas. Je conseille fortement la salade de riz et je retire quand même une étoile car elle manque de sel. Le personnel est à l'écoute lors des auditions et toujours disponible lorsqu'on a besoin d'eux. Donc vraiment, on vous recommande ce lieu. Comme quoi, vous le voyez, les clichés sur Clermont-Ferrand ont la dent dure. Il y a largement de quoi ravir petits et grands, quelle que soit votre bourse, le temps de votre séjour ici dans la capitale auvergnate. Mais je n'oublie pas que je suis là pour le court-métrage, pour le célébrer autant que faire se peut. Je m'en remets donc à vous pour perpétuer la tradition cinématographique qui fait Clermont-Ferrand. On va se retrouver demain quand même pour Instant Court, ce sera la 5e émission, l'avant-dernière d'ores et déjà. En attendant, je vous invite tout de même à aller voir des cours et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne.